Si tu penses que le meilleur moyen en tant que particulier pour gagner en bourse, c'est d'acheter et de vendre au bon moment, tu risques d'aller au-devant de désillusions et potentiellement de pertes financières importantes. Car c'est tout simplement extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible. Ici, tu as par exemple l'indice Nasdaq 100 sur 6 mois. Bien malin qui aurait pu savoir d'avance le meilleur moment pour acheter ou vendre. Non, le moyen à la fois le plus simple et le plus efficace pour un particulier de gagner en utilisant la bourse, c'est les intérêts composés. Alors les intérêts, tu connais sûrement, c'est tout simplement quand on te rémunère un certain pourcentage pour avoir laissé ton argent à la banque par exemple sur un livret A. Les intérêts sont donc un pourcentage du montant investi. Mais les intérêts composés, c'est non seulement quand on te rémunère sur l'argent placé, mais aussi sur les intérêts précédemment gagnés. Au fil du temps, la mécanique va se mettre en place et tes gains vont augmenter beaucoup plus rapidement, exponentiellement à partir d'un certain moment, parce que justement ils s'empilent les uns sur les autres. Et pour utiliser concrètement la puissance des intérêts composés, on peut mettre en place une stratégie passive et une stratégie buy and hold. Donc on va mettre en place un portefeuille d'actifs diversifié. Dans ce cadre-là, les ETF sont parfaitement adaptés parce que avec les ETF, l'argent peut être investi dans un panier d'actions ou d'autres titres avec un seul investissement. Et ensuite, une fois que tu as mis en place ta stratégie, il suffit de tenir quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout essayer de voir quand est-ce que c'est le bon moment pour acheter ou vendre. On tient et ponctuellement, on rééquilibre son portefeuille pour suivre sa stratégie. Donc ces deux stratégies couplées l'une à l'autre obtiennent d'excellents résultats dans le temps. Tout simplement parce que la gestion passive bénéficie de frais, on va y revenir, beaucoup plus faibles que la gestion active. Et la stratégie buy and hold permet de profiter de la magie des intérêts composés. Cependant, quand on débute son parcours d'investissement, ou même quand on arrive à un niveau intermédiaire, on peut facilement retomber dans certains pièges et faire les mauvais choix. Or, ces mauvais choix peuvent tout simplement créer des intérêts composés négatifs. C'est le même principe que les intérêts composés, sauf que au lieu de faire croître ton capital, ils vont le faire diminuer. Ils vont multiplier les pertes avec le temps. Ces intérêts composés négatifs ont donc un effet destructeur sur ton patrimoine. D'où l'importance de limiter ces erreurs qui peuvent coûter très cher. Dans cette vidéo, je t'ai répertorié les 7 erreurs qui peuvent avoir des conséquences très négatives sur l'évolution de ton patrimoine. L'erreur numéro 1, peut-être la plus courante, c'est de passer par ton banquier pour tes investissements. Alors ça peut sembler du bon sens parce que même quand on regarde des vidéos sur internet, même quand on se forme, on peut se dire bon, l'un dans l'autre, ok, j'ai acquis des connaissances, mais peut-être que c'est plus raisonnable d'aller passer par mon banquier ou par un professionnel parce que, après tout, c'est son métier. Donc ça semble assez naturel, on va voir son banquier, on fait confiance à un professionnel. Sauf que le grand problème dans cette histoire-là, c'est que les banquiers et autres professionnels se rémunèrent en grande partie grâce aux frais prélevés sur les produits qu'ils te vendent. Donc typiquement, si tu investis dans une assurance vie, au sein d'unités de compte, ils vont te proposer des fonds qui sont chargés en frais. À commencer évidemment par les frais de gestion qui sont les plus élevés et qui sont les plus toxique, je dirais, pour la croissance de ton patrimoine. Ici, sur l'image, je t'ai affiché l'exemple de ce fonds de la Société Générale, dont les frais de gestion, donc les frais de gestion de ce fonds, sont de 1,83%. Et donc ces frais vont être directement prélevés sur ta performance, c'est-à-dire que la performance affichée tient compte de ces frais qui sont déjà déduits. Alors est-ce que ça veut dire que c'est pas important, comme indiqué dans l'encadré précédent sur l'image où ils te disent que ces frais sont indolores, c'est-à-dire transparents par rapport à la performance affichée? Pas du tout. C'est pas parce que on les voit pas, c'est pas parce qu'ils sont prélevés avant et donc prélevés directement sur la performance affichée qu'ils n'ont pas de conséquences sur ton patrimoine. Si je prends un exemple de gestion passive, donc un ETF par exemple, cet ETF, tu as également des frais de gestion, mais ils sont de 0,07% seulement. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est concernant les frais de gestion, c'est qu'ils vont s'empiler les uns sur les autres. Par exemple, sur le contrat d'assurance vie Aikido de la caisse d'épargne, les frais de gestion des unités de compte, donc du contrat, sont de 0,90%, auquel il faudrait rajouter les frais de gestion du fonds, si tu prends un fonds comme on vient de le voir précédemment. Donc si par exemple, il y avait parmi les unités de compte de cette assurance vie un fonds avec 1,83% de frais de gestion,
comme celui de la Société Générale qu'on a vu avant, alors le total des frais de gestion serait de 0,90% plus 1,83% égale 2,73%. C'est prélevé annuellement et c'est dévastateur pour ta performance. Alors j'ai commencé les frais de gestion parce que c'est les plus impactants, mais évidemment il y a toute une myriade de frais, par exemple les frais de versement. Ça c'est tout simplement l'argent que ton banquier va garder quand tu investis une somme sur ton contrat. Donc tu investis une somme et un petit pourcentage de cette somme ne sera pas investi, il sera gardé. Par exemple, si ton contrat a 1% de frais sur les versements, lorsque tu vas placer 1000 euros, il y aura seulement en fait 990 euros qui seront investis, il y a 10 euros qui seront dans la poche du banquier. Alors les frais, que ce soit les frais de gestion, 1%, 1,5%, 2% par an ou même les frais de versement, ça peut sembler pas beaucoup, mais en fait ça a un impact très important. Et pour bien s'en rendre compte, je te propose de voir des exemples chiffrés. Donc pour bien se rendre compte de l'importance des frais sur votre capital, on va faire un petit comparatif. On va comparer 3 assurances vie, l'assurance vie Cardif Multiplus distribuée par Cardif Assurance Vie, Lucia Cardif distribuée par assurancevie.com et une de CNP Assurance Nuance 3D distribuée par les caisses d'épargne. Donc comme vous pouvez le voir sur l'image, les frais ne sont pas du tout les mêmes. Lucia Cardif ne prélève pas de frais de versement et les frais de gestion annuels sont de 0,70%, les frais de gestion du contrat. Nuance 3D prend 3,50% sur chaque versement plus 0,70% de frais de gestion annuels également. Quant à Cardif Multiplus, c'est 4,75% de frais sur chaque versement plus 1% de frais de gestion annuels. Donc on va considérer un placement de départ de 25 000 euros plus 300 euros par mois pendant 35 ans sur une assurance vie en UC qui te rapporterait, donc c'est pour l'exemple, 6% par an. Donc voilà ce que ça donne avec les frais d'une assurance vie comme Lucia Cardif, donc 0,70% de frais de gestion annuels, tu as perdu presque 98 000 euros sur 35 ans, soit environ 16% de ton argent en frais. Avec les frais d'une assurance vie comme Nuance 3D, tu dois rajouter 3,50% de frais sur chaque versement en plus des 0,70% de frais de gestion annuels. Dans ce cas, tu as perdu 115 698 euros sur 35 ans, soit presque 20% de ton argent en frais. Et enfin, avec les frais d'une assurance vie comme Cardif Multiplus, les frais sur chaque versement sont de 4,75% plus 1% de frais de gestion annuels. Et donc dans ce cas-là, tu as perdu 156 855 euros sur 35 ans, soit 25% de ton argent en frais. C'est absolument considérable, tu as un quart de ce que tu aurais pu gagner qui est parti en fumée. Et alors attention, dans cet exemple-là, en termes de frais de gestion, je n'ai pris que les frais de gestion du contrat, qui peuvent évidemment, alors en plus je le précise pour ceux qui sont en gestion pilotée et qui en plus évidemment, là j'ai pris de la gestion libre, mais si vous avez quelqu'un qui gère votre contrat pour vous, donc en gestion pilotée, ces frais vont largement augmenter. Et je ne parle même pas si vous avez des fonds qui sont, donc si vous passez pas, vous n'investissez pas en ETF, mais que vous investissez sur des fonds de gestion actifs qui eux-mêmes vont avoir en plus 1,5, 2,5% en frais, il faut les ajouter encore. Donc à un moment donné, vous allez perdre plus de la moitié de ce que vous aurez pu gagner potentiellement avec, tout simplement si vous aviez fait les choses par vous-même avec une gestion passive. Donc c'est absolument colossal, c'est-à-dire que les efforts que vous faites, vous ne payez pas seulement vous, mais vous payez largement, parfois même plus, les professionnels par qui vous passez. Donc faites bien attention à ça. Alors peut-être que vous êtes dans ce cas-là, c'est assez simple d'aller vérifier, il suffit d'ouvrir un petit peu le capot, de voir votre assurance vie, votre contrat d'assurance vie, quels sont les frais de gestion et de voir sur quoi vous êtes investi. Et ensuite vous pouvez faire vos propres simulations. D'ailleurs le simulateur que j'ai utilisé pour faire ces simulations, vous pouvez le télécharger gratuitement, c'est le premier lien dans la description. Et donc vous allez pouvoir voir potentiellement combien ça vous coûte votre contrat actuel ou si vous passiez sur un nouveau contrat pour pouvoir vous-même voir les résultats. Erreur numéro 2, c'est le fait de trop se focaliser sur le court terme. Sur le court terme, la bourse, elle est volatile. Et plus le potentiel de rendement est élevé sur un actif, plus justement les périodes de hausse peuvent alterner par des périodes de baisse, parfois très soudaines. Du coup, quand ça baisse, on peut s'affoler, surtout aujourd'hui avec le bruit ambiant, avec les vidéos qu'il y a sur Internet, où à chaque fois qu'il y a des baisses un petit peu plus importantes, on nous annonce le crash du siècle. Donc attention, tu dois bien avoir en tête que ton échelle de temps, justement, n'est pas la même que celle du bruit ambiant.
Tu dois penser long terme parce que sur le long terme, les marchés sont haussiers. Ça, c'est à nouveau l'indice Nasdaq 100 qu'on avait pris tout à l'heure sur 6 mois. Donc, l'exemple que je vous avais donné tout à l'heure était sur 6 mois. Mais ici, l'exemple que je vous montre n'est plus sur 6 mois, mais il est sur 30 ans. Donc, même s'il y a des chutes importantes, comme en 2022, sur le long terme, c'est haussier et donc tu as le temps de te rattraper. Même si vous regardez l'éclatement de la bulle Internet, où ça a été jusqu'à moins 93%, vous voyez qu'aujourd'hui, cette hausse de 2000 et puis cette baisse très importante, elle semble ridicule presque par rapport à voilà, ces dernières années, à l'importance des courbes ces dernières années. Du coup, ce qu'il faut, c'est aligner le risque de ton portefeuille sur, premièrement, ton horizon de placement. Plus ton horizon de placement se raccourcit, plus tu vas devoir sécuriser ton portefeuille. C'est-à-dire que plus ton horizon de placement se raccourcit, plus le risque de ton portefeuille doit lui aussi diminuer. Tout simplement pour éviter de perdre beaucoup lors d'une chute soudaine des marchés et donc de ne pas avoir le temps de récupérer. Et évidemment, il faut aussi aligner ton portefeuille sur ta tolérance au risque. Et là, j'insiste sur un point, c'est que quand tu investis en bourse, donc avec une stratégie passive ETF buy and hold, tu mets en place ta stratégie, tu dois faire confiance à ta stratégie. Et techniquement, ce qui se passe, moi personnellement, je veux dire, donc voilà, j'ai une chaîne sur la bourse et donc je m'y intéresse pour voir un petit peu, et notamment dans mes vidéos, ce qui se passe actuellement, ce qui se passe sur le court terme. Mais honnêtement, voilà, j'investis mécaniquement et peu importe ce qui se passe sur le court terme. Voilà, concrètement, peu importe ce qui se passe sur le court terme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si aujourd'hui, tu as mis en place cette stratégie ETF passive buy and hold et que tu restes quand même relativement stressé, que le court terme te stresse, que les mouvements de marché te stressent, alors c'est probablement que tu n'es peut-être pas aligné, que ton portefeuille est peut-être trop agressif par rapport à ce que tu peux encaisser. Et donc, c'est important de réduire ce risque parce que sur le court, quand tu fais confiance à ta stratégie, quand tu utilises ta stratégie, tu dois être serein sur le court terme. Erreur numéro 3, c'est le fait d'avoir une allocation 100% ETF action. Donc ça, c'est une erreur qui est très courante. On peut la voir souvent, notamment dans les commentaires YouTube, de personnes qui me disent ou qui disent sur les vidéos « Moi, je suis en 100% SP500 ou en 100% MSCI World ». Ce n'est pas une bonne idée. Alors ça, chacun fait ce qu'il veut, mais selon moi, ce n'est pas du tout une bonne idée, même si votre horizon de placement est long. La première raison, c'est tout simplement que quand on est en 100% SP500 ou même en 100% MSCI World, tout est complètement corrélé. Donc, quand ça chute, tout va chuter. Si ça fait moins 40, moins 50, moins 60%, ça veut dire que tout va chuter, tout votre portefeuille va chuter de moins 40, moins 50 ou moins 60%. Et l'avantage justement donc de ne pas avoir des actifs corrélés, d'avoir des actifs décorrélés comme on peut le voir sur le graphique avec l'or et les actions, c'est que les deux actifs ne baissent pas en même temps. Quand l'un chute, l'autre peut monter et inversement. Et donc pour la perte que vous allez encaisser, et évidemment c'est lié le rendement de votre portefeuille, c'est pas du tout la même chose. Donc je vous montre un graphique avec un portefeuille composé exclusivement de SP500 et un autre portefeuille composé à 80% de SP500 et à 20% d'or. En 2009, le portefeuille 100% actions a perdu plus de 60%, alors que le portefeuille mixte a perdu seulement 40%. Alors 40% c'est dur à digérer, mais bien moins que 60%. On ne sait jamais quand une grosse chute va arriver, donc c'est pour ça que c'est important d'introduire à minima, même si votre horizon de placement est long, une certaine décorrélation. Alors on pourrait parler d'autres choses évidemment sur le fait de pourquoi c'est une mauvaise idée. Un autre exemple, le deuxième risque, quand tu investis en 100% ETF actions, c'est évidemment le phénomène de surcompensation. Surcompensation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme je sais que je suis en 100% ETF actions, comme je sais que c'est très risqué, et ça d'autant plus que mon patrimoine est grand, puisque évidemment moins 50% quand j'ai 50 000 euros, ça fait moins 25 000, moins 50% quand j'ai 100 000, ça fait moins 50 000, quand j'ai 500 000, ça fait moins 250 000 euros, donc évidemment la pression devient de plus en plus grande au fur et à mesure que mon patrimoine grandit, donc sachant ça, je vais avoir tendance à surcompenser dans des placements sécuritaires, c'est-à-dire que je vais avoir tendance à charger beaucoup plus que ce que je le devrais, par exemple un fonds euro, et donc en fait justement j'ai l'impression d'être très agressif, mais vu que je vais charger mon fonds euro beaucoup plus que ce qu'il le devrait, en fait je vais sous-performer quelqu'un qui aurait un portefeuille moins agressif. Après évidemment vous êtes libre de faire ce que vous voulez, probablement qu'il y aura en dessous de cette vidéo des commentaires, moi je suis en 100% Nasdaq 100, c'est vous qui voyez. Moi de mon point de vue, faire ça, investir en 100% ETF actions, c'est exactement l'inverse, vous allez produire exactement l'inverse pour votre performance, pour la croissance de votre capital que l'effet recherché. Erreur numéro 4, sécuriser trop basiquement.
Alors on vient d'en parler, sécuriser son portefeuille, c'est protéger son capital contre les risques de perte. Cependant, pour la majorité des gens, sécuriser son portefeuille, ça veut dire mettre son argent soit sur un fonds euro, qui est un placement à capital garanti, soit sur, par exemple, des produits qui vont avoir des actifs qui vont avoir une très très faible volatilité. Et en fait, justement, le fait de penser qu'une partie sécuritaire, c'est juste ça, c'est-à-dire juste des actifs qui sont très peu volatiles, extrêmement défensifs, c'est un petit peu passer à côté de la partie sécuritaire, et c'est ça qui conduit en fait beaucoup de personnes à se dire bah non, sécuritaire, moi ça me convient pas, donc j'investis en 100% ETF actions. Alors que la partie sécuritaire, c'est pas juste ça. La partie sécuritaire, une bonne partie sécuritaire, ça maintient justement un équilibre entre performance et protection. Parce que si vous avez une partie sécuritaire trop sécuritaire, vous allez évidemment ruiner votre performance. Ici, je vous ai montré un petit exemple, c'est un backtest sur 6 ans seulement de 2 portefeuilles 60-40 qui comportent exactement la même partie rendement, mais dont les parties sécuritaires sont différentes. En bleu, le portefeuille dont la partie sécuritaire comporte des actifs qui vont être défensifs, résilients et offensifs, donc au sein de cette partie sécuritaire. Et en rouge, le portefeuille dont la partie sécuritaire ne comporte que des actifs qui sont défensifs. Et donc clairement, on peut voir que pour pratiquement la même volatilité, la performance du portefeuille tout défensif est inférieure de presque 1,5% annualisé. Et c'est complètement contre-intuitif parce que ici je vous affiche justement un maximum drawdown de ces deux portefeuilles, donc un qui est ultra défensif et l'autre qui est mix, donc où il y a du défensif, du résilient et de l'offensif, et en fait on voit que c'est moins important sur le maximum drawdown et moins important sur le portefeuille mixte. C'est dû notamment à cet effet de décorrélation entre les différents actifs. Donc concrètement, une bonne partie sécuritaire ne se limite pas simplement à des actifs extrêmement défensifs. Et c'est pour ça d'ailleurs que même quand on a un horizon de placement long, voire très long, on peut tout à fait commencer à introduire une partie sécuritaire. Et d'ailleurs, c'est même fortement recommandé. Erreur numéro 5, interrompre son DCA quand les marchés sont trop hauts. Alors maintenant, depuis environ un an, il y a une question que je reçois régulièrement, c'est l'une des questions qui arrive le plus souvent sur ma boîte mail, c'est est-ce que je dois continuer ou commencer, ça dépend des cas, à investir parce que les marchés sont actuellement trop. Et d'ailleurs, si on se reporte justement il y a un an en arrière, en 2023, il y avait déjà de nombreuses personnes qui avaient annoncé, donc fin 2023, il y a un an, nombreuses personnes qui annonçaient que les marchés étaient beaucoup trop hauts, qu'on allait tout droit à la catastrophe, que l'année 2024 allait être horrible et qu'on allait connaître un crash peut-être comme 2008, voire même comme 1929. Mais la réalité en fait, c'est que personne n'en sait rien. Savoir ce qui va se passer l'année prochaine en bourse, c'est exactement comme si je vous demandais de prédire le temps qu'il va faire le 15 avril 2025. Alors maintenant, si on regarde les données, qu'est-ce qui s'est passé justement dans cette année 2024 dans les faits, alors que l'année dernière, les marchés étaient déjà très hauts? Et bien, si on regarde le marché action depuis un an, il a cessé d'augmenter. Là, vous avez un ETF SP500 et un ETF MSCI World plus largement diversifié. C'est encore plus visible si j'agrandis la période, on voit bien la progression sur un an. Donc à quel moment on aurait pu dire que les marchés étaient trop hauts? Est-ce que c'était en janvier? Est-ce que c'était en juillet? Est-ce que c'est aujourd'hui? On ne sait même pas si ça va baisser ou si ça va encore continuer à augmenter. Donc il n'y a pas de réponse à ce genre de questions parce que si tu utilises une stratégie ETF passive buy and hold, tu ne dois pas te poser cette question. Voilà, tu ne dois pas te poser cette question, tu dois tout simplement continuer ton DCA, peu importe ce qu'il se passe. Arrêter ton DCA, c'est une très mauvaise idée, parce que de toute façon, tu ne sais pas si les marchés vont encore continuer à augmenter pendant un an ou s'ils vont se casser la figure. Quelqu'un qui, fin 2023, se serait dit « bon bah c'est trop, j'attends », il serait toujours en train d'attendre actuellement. Et dès que tu arrêtes ton DCA, tu casses l'effet des intérêts composés. En tout cas, tu le ralentis fortement. Et ça peut te faire perdre plusieurs milliers d'euros à l'arrivée. Le principe même du DCA, c'est de lisser le prix d'achat de tes actifs. Parfois tu achètes bas, parfois tu achètes haut. Mais l'important, c'est la régularité. Erreur numéro 6, c'est le fait de ne pas optimiser sa stratégie. Donc sur ce graphique, tu as ce que donnerait un investissement de 10 000 euros plus 150 euros par mois sur 30 ans. Mais avec 4 rendements annualisés différents. À 5%, ton capital final sera de 166 024 euros. À 2% en plus, soit 7%, tu auras 252 532 euros. Toujours 2% de plus, tu es à 9%, donc là tu auras 389 834 euros. Et enfin, avec un rendement de 11%, c'est 608 165 euros à l'arrivée. Donc comme tu peux le constater, optimiser sa stratégie, ce n'est pas à prendre à la légère. Quelques petits pourcentages grappillés par-ci par-là peuvent faire une très grande différence au final, toujours en raison des intérêts composés. Donc quelques pistes pour optimiser sa stratégie: créer un portefeuille
stratégie diversifiée et décorrélée, choisir les bons supports, donc notamment des enveloppes fiscales comme l'assurance vie, le PEA, voire même le PER qui peut être très intéressant suivant justement ton profil, choisir les meilleurs ETF. Aussi, c'est ce qu'on a vu au début, faire très attention aux frais. Donc exit tous les trucs du style fonds de gestion actif. Des exemples comme ça, je pourrais encore t'en citer une quinzaine, mais ce qui compte le plus, c'est vraiment que tu comprennes ce que tu fais. Voilà. À partir du moment où tu comprends ce que tu fais, tu peux faire le mieux pour toi, c'est-à-dire l'adapter à ton propre profil. Parce que ton profil, il est unique, c'est pas celui du voisin. Tu peux regarder les choses pour être inspiré, bien sûr, mais à partir du moment où tu comprends réellement ce que tu fais, tu peux optimiser au maximum ta stratégie. Et enfin, septième et dernière erreur, c'est tout simplement le fait d'attendre. On est quasiment à la fin de l'année, bientôt on est en 2025, c'est souvent le moment où on prend des bonnes résolutions, peut-être que vous avez décidé de commencer à investir, peut-être que vous avez décidé de commencer à investir plus sérieusement avec une bonne stratégie, d'arrêter d'essayer de timer le marché, d'arrêter voilà, d'essayer de miser sur des choses qui de toute façon ne fonctionneront pas, donc recommencer sur des bases saines ou tout simplement commencer. Mais finalement, c'est vrai que bon y a les fêtes de Noël qui arrivent et finalement, si je commence maintenant, si je commence en janvier, si je commence au printemps, si je commence dans 6 mois ou l'année prochaine, qu'est-ce que ça va changer? Et bien justement, ça va tout changer potentiellement. Sur ce graphique, on peut voir en vert clair un investissement de 270 € par mois, sans capital de départ, à 8,54% annualisé. Si tu investis à 20 ans, 270 € par mois donc, au bout de 40 ans, donc à 60 ans, ton capital s'élèvera à 1 12 480 €. Donc oui, plus de 1 million d'euros. Mais si tu attends d'avoir 30 ans pour investir, soit 10 ans plus tard, ton capital final sera alors seulement de 423 937 €, moins de la moitié. Alors oui, tu peux arriver quand même à ces plus de 1 million d'euros en seulement 30 ans, mais dans ce cas-là, tu ne devras plus verser 270 € par mois, tu devras verser 645 € par mois, c'est beaucoup plus. C'est-à-dire que l'effort que tu vas devoir fournir financier pour rattraper ces 10 ans sera de 375 € par mois. Tu vas devoir investir 375 € par mois, tous les mois en plus, pour rattraper ce temps perdu. Donc considère bien ça, chaque mois, et c'est vraiment ça, chaque mois perdu te coûte de l'argent que tu vas devoir mettre en plus, alors que tu aurais pu tout simplement avoir plus de résultats si tu commençais plus tôt ou utiliser cet argent pour faire d'autres choses. Rappelle-toi bien de ça, le temps perdu coûte très cher. Voilà pour cette vidéo, écoutez, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous respectez bien ces 7 erreurs, si vous ne tombez pas dans ces 7 pièges que je vous ai donnés, je vous assure que votre patrimoine se portera beaucoup mieux. Je vous invite donc, si vous voulez faire vos propres tests, à télécharger le simulateur de frais qui va vraiment vous montrer à quel point les frais peuvent être destructeurs pour l'évolution de votre capital. Et puis je vous dis donc c'est le premier lien dans la description et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!